Comme je l'ai dit plus tôt, dans une petite famille où il y a 6 ou 7 enfants, si l'un d'entre eux se comporte étrangement, tout le monde s'en rend compte. On le remarque. Ça ne veut pas dire que les autres hauts dirigeants n'étaient pas prudents, mais il semblait que Khieu Samphan faisait preuve de plus prudence, était plus méticuleux et plus strict ou rigoureux que les autres dirigeants. Je le répète, c'est une observation personnelle, c'est une conclusion que je tire. Question. Après la chute du régime du Cambodge démocratique le 7 janvier 1979, Khieu Samphan s'est-il enfui, a-t-il fui plutôt dans la peur Pol Pot et Nguyen Chia, ou a-t-il plutôt choisi de continuer de travailler avec eux? Réponse. En 1979, quand ils ont pris la fuite, Khieu Samphan a continué de vivre avec Pol Pot et Nguyen Chia. Ils se sont enfuis à la frontière et ils sont restés ensemble là-bas. Question. Savez-vous pendant combien d'années Khieu Samphan est resté avec Pol Pot et Nguyen Chia après le 7 janvier 1979? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre à la question. La parole est à la défense. Maître Kong Samang. Monsieur le Président, je m'oppose à cette question. En effet, il sort du cadre du procès et de la compétence de la Chambre pour le dossier 002/01. Le procureur, je peux répondre, j'espère. C'est faux. Il y a quelques informations sur l'après-janvier 79, c'est-à-dire les relations entre les accusés et leur participation continue au mouvement. Cela fait partie de l'ordonnance de clôture et cela fait partie des faits allégués et des sujets pour ce procès et c'est pourquoi je pose la question. Le président. La Chambre rejette l'objection de la défense. Le témoin doit donc répondre à la question qui lui a été posée s'il s'en souvient. Réponse du témoin. Pour répondre à la question au sujet de Khieu Samphan qui a pris la fuite de Phnom Penh en 79 et pendant combien de temps il est resté avec Nguyen Chia et Pol Pot, voici ma réponse. Il a continué de vivre avec eux. De 1979 jusqu'en 1990. Et c'est la date à laquelle j'ai quitté. Donc ils ont au moins continué à vivre ensemble pendant 15 ans.
après leur première fuite de Phnom Penh. Quand ils sont allés à An Long Veng, je ne les ai pas accompagnés et je suis resté à Pai Ling. Question. On retrouve l'affirmation suivante dans votre procès-verbal d'audition à la page Ampère 00 20 40 52, en anglais 00 20 40 60 et en français 00 52 43 73. Quant à ceux qui ont commis des fautes mineures, comme par exemple s'endormir alors qu'ils étaient sur leur tour de garde, ils étaient rééduqués et endoctrinés. Pouvez-vous expliquer comment ces personnes ont été rééduquées ou forgées? Où ont-ils été envoyés et que devaient-ils faire? Réponse. Lorsque quelqu'un subissait des critiques à répétition, il était usuel, avant de transférer cette personne à un autre ministère, plutôt, ce transfert n'était pas pris à la légère. Il fallait d'abord rééduquer cette personne plusieurs fois. Par exemple, si quelqu'un quittait le poste de garde sans justification ou se déplaçait à sa guise ou commettait une autre erreur de ce genre, ou encore si cette personne ne respectait pas la discipline, cette personne devait être rééduquée avant d'être transférée à un autre ministère. Question. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Comment rééduquait-on ou forgeait-on ces gens? Réponse. Ceux qui commettaient des erreurs au sein de l'unité des gardes étaient remodelés pour cesser de commettre ces erreurs et étaient retirés. Lorsqu'ils étaient transférés à d'autres unités, je ne sais pas ce qui leur arrivait. Je ne sais pas s'ils subissaient d'autres rééducations à ce nouvel endroit. J'ai vu ces gens avant qu'ils soient transférés et après la chute du régime, j'en ai revu. Sous le régime, lorsque l'on célébrait un anniversaire, c'était au stade. Et c'est là justement que je voyais certaines de ces personnes. Enfin, elles n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais dit qu'elles avaient été torturées ou qu'elles avaient été critiquées. Ils ne parlaient que de leurs conditions de vie qui étaient moyennes. Question. Quand vous dites avoir revu ou rencontré certaines de ces personnes lors d'anniversaires au stade, de quel type d'anniversaire parlez-vous? Réponse. Comme la fête du Nouvel An ou encore l'anniversaire de la fondation du parti.
il y avait d'autres anniversaires, mais je ne me souviens pas des noms précis de ces événements, des cérémonies. Et donc, il m'arrivait de les croiser lors de ces anniversaires. Quand vous dites que les cérémonies avaient lieu au stade, à quel stade faites-vous référence? C'était à l'ancien stade, à Phnom Penh. Je ne sais pas combien il y avait de stades à Phnom Penh à l'époque. C'était l'ancien stade. Question. Et lors de ces fêtes, les dirigeants participaient-ils? Réponse. À l'époque, je n'en ai pas vu. J'ai vu surtout des jeunes et des combattants qui s'amusaient. Je ne me souviens pas d'avoir vu des dirigeants. Question. Vous avez dit aux enquêteurs à la page en Khmer 00 20 40 53, en anglais 00 20 40 61 à 62 et en français 00 52 43 74. Vous avez dit la chose suivante. J'ai peut-être entendu parler du bureau S21, mais je n'en suis pas certain. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait un centre de sécurité à Phnom Penh, mais je ne savais pas s'il se trouvait au centre de la ville ou dans la périphérie. Pouvez-vous nous dire comment vous avez su qu'il y avait à Phnom Penh un centre de sécurité? C'était toujours sur la base de mon analyse. En fait, il devait y avoir un centre de sécurité à Phnom Penh. Forcément. Mais je ne savais pas où il était. Était-il au centre ou en banlieue? Mais c'est le fruit de ma réflexion. Question. Le dernier point sur lequel j'aimerais vous poser une question, c'était quelque chose pensé par Pol Pot en 79, vous en parlez à la page 00 20 40 54 en khmer, en anglais 00 20 40 63 et en français 00 52 43 76. Vous dites la chose suivante. J'ai entendu Pol Pot dire que notre gestion de 60, ou plutôt la classe dirigeante de 75 à 79 avait commis des erreurs. Et même s'il n'avait pas donné l'ordre d'exécuter ou de faire subir des tortures aux habitants, il devait s'en tenir responsable car ils étaient les dirigeants à l'époque. Pouvez-vous nous dire où et quand vous avez entendu Pol Pot dire la chose suivante? La réponse. C'était en mai.
1979. Lors d'une séance qu'il a animée dans les Cardamomes. Question. Qui d'autre a participé à cette réunion? Réponse? Il y avait 10 à 20 personnes qui intégraient la section des gardes du corps qui avait participé à cette réunion. En fait, il s'agissait d'une réunion présidée par Pol Pot lui-même, et lors de cette réunion, il en a parlé à l'unité des gardes du corps. Question. Est-ce que d'autres dirigeants étaient présents quand Pol Pot a fait cette déclaration? Réponse. Il était là tout seul. Il a présidé la réunion tout seul. L'accusation. Merci beaucoup, Monsieur Sauvy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le Président. Merci au coprocureur. À présent, la parole va être donnée aux avocats des parties civiles qui auront l'occasion, le cas échéant, d'interroger ce témoin. Maître Pikang. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Maître Hong Kim-soon et Maître Beignet vont interroger ce témoin moyennant l'autorisation du Président. Le Président, je vous en prie, allez-y. Maître Hong Kim-soon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à vous, Monsieur le témoin. Je m'appelle Hong Kim-soon. Je représente les parties civiles et j'ai quelques questions à vous poser dans le prolongement de celles posées par l'accusation. Première question. D'après le document E3/104, ERN 0020 40 50, vous dites avoir rejoint la Révolution en 1974 dans le district de Kongpisei, province de Kompongspeu. À quel moment Kongpisei a-t-il été libéré? Réponse. Le district de Kongpisei dans la province de Kompongspeu n'a pas été complètement libéré en 1973. En effet, des bombes continuaient d'être larguées par des avions. En 1974, il y a eu moins de bombes et les soldats de l'ONOL ne s'approchaient plus de ce secteur. Je suppose donc qu'à compter de 1974, le district lui-même avait été entièrement libéré. En effet, à compter de ce moment-là, nous n'avons plus vu de bombes larguées par les avions. L'avocat des parties civiles. Merci. Qui vous a fait entrer dans la Révolution? Vous dites que c'est votre oncle,
un dénommé Mon qui vous a fait entrer dans la Révolution. Qu'a-t-il fait exactement à l'époque? Le président témoin, veuillez marquer une pause avant de répondre. Le témoin. C'était quelqu'un de haut placé au bureau de la commune. Il m'a parrainé. Il n'occupait aucune fonction particulière. Question. Quand vous avez rejoint la Révolution, est-ce que votre oncle vous a expliqué en quoi consistait la cause révolutionnaire? Réponse. Aucune explication ne m'a été donnée. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'un certain Rhume, c'est-à-dire moi-même, devait travailler comme messager à la commune. Question. Vous avez travaillé comme messager jusqu'à 1975, moment où vous avez été transféré vers le secteur 37, Kompongspe, Samrang. Secteur 33, se reprend l'interprète. Dans quelle zone se trouvait le secteur 33? Réponse. Le secteur 33 était situé dans la zone sud-ouest. Question. Ce matin, vous avez dit y avoir travaillé environ 1 an avant d'être transféré vers Phnom Penh pour travailler à l'unité des gardes de K1. Vous avez aussi dit qu'avant de venir travailler à K1, vous aviez travaillé avec le peuple et qu'ensuite la guerre a pris fin. Vous avez aussi déclaré avoir creusé des canaux au sein de la population. Dans quelles conditions travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez aux côtés des villageois? Réponse. Je n'ai pas travaillé aux côtés de la population. Nous appartenions à l'armée. Et donc, nous travaillions séparément. Les soldats travaillaient à un endroit donné et les villageois ailleurs, même si dans les deux cas il s'agissait de creuser un canal. Question. Quelles étaient les conditions de travail? À quel moment avez-vous commencé à travailler? À quel moment pouviez-vous vous reposer, prendre le déjeuner? Réponse. Pour autant que je me souvienne, le matin, nous commencions à travailler vers 7 ou 8 heures. Nous continuions jusqu'à un peu avant midi. À ce moment-là, nous prenions le déjeuner. À 18 heures, le travail prenait fin. Question. Revenons un peu en arrière. Ce matin, vous avez été interrogé par l'accusation au sujet de l'évacuation de Phnom Penh et d'autres endroits du Cambodge.
D'après ce que vous avez dit, là où vous étiez, les gens n'ont pas été évacués, même si vous avez assisté à l'évacuation de gens qui sont passés par là et qui venaient d'ailleurs. Le long de la route empruntée par les évacués, y avait-il des soldats? Réponse. J'ai vu des évacués sur la route nationale numéro 3. À cette époque, j'étais encore au bureau de la commune. Je n'étais pas encore devenu membre de l'unité militaire. J'ai vu beaucoup de véhicules, de mobylettes. J'ai vu beaucoup de gens sur cette route. J'ai pris mon vélo et j'y suis allé parce que je voulais voir ce qui se passait. Question. Comment saviez-vous que ces gens étaient des évacués? Est-ce que vous en aviez été informé à l'avance? Réponse. Personne ne nous a informés. Nous avons juste vu l'afflux d'arrivants. On nous a dit que ces gens venaient de Phnom Penh. Nous étions étonnés. Nous voulions nous approcher de ces gens pour voir ce qui se passait. Question. D'après ce que vous avez pu observer, puisque vous dites être allé sur place à vélo pour observer, est-ce que ces gens recevaient des soins médicaux, de la nourriture, de l'eau? Réponse. Je n'ai vu personne recevoir de la nourriture ou de l'eau. Je n'ai pas vu de personnel médical apportant des soins aux gens. J'ai juste vu l'afflux de ces arrivants, lesquels n'étaient pas accueillis par la population locale. Ces gens arrivaient seuls. Question. J'aimerais obtenir des éclaircissements. D'après ce que vous dites, il n'y avait pas de personnel médical, aucune nourriture n'avait été préparée pour accueillir ces gens. Avez-vous vu des soldats qui étaient de service à l'époque et qui étaient chargés de s'occuper de cette foule? Réponse. Il n'y avait pas de soldats ou de miliciens. Les gens n'étaient pas guidés par des soldats, à ma connaissance. Peut-être étais-je trop jeune pour l'observer, mais en tout cas, quand j'étais là, je n'ai pas vu de soldats. Question. Lorsque ces gens arrivaient à l'endroit où vous étiez, où les amenait-on? Réponse. J'ai constaté que les gens étaient emmenés dans les pagodes, les écoles pour s'y abriter. On mêlait aussi certains à la population locale en les plaçant dans la maison
les habitants locaux? Question. Avez-vous constaté quoi que ce soit de particulier concernant les femmes enceintes, les personnes âgées? Est-ce que vous avez vu des gens mourir, par exemple à cause de la diarrhée? Réponse. Je n'y ai pas fait très attention. En effet, au moment de l'évacuation des villes, je travaillais à la commune, j'y suis resté moins d'un mois avant de passer au bureau de district. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'évacués. Donc je ne me souviens pas de tous les détails. Je ne peux pas vous en dire plus. Question. J'en viens à votre travail et à votre transfert. Vous dites avoir été promu pour devenir soldat dans le district de Samraong, dans le secteur 33. Avez-vous reçu de vos supérieurs des ordres ou des instructions concernant l'encadrement des évacués qui venaient d'arriver sur place? Réponse. Je n'ai reçu aucune instruction de ce type. Question. En tant que soldat, que faisiez-vous? Réponse. J'étais un combattant ordinaire. Question. En tant que soldat ou combattant, quel type de travail vous confiait-on? Réponse. J'étais très jeune. Mais malgré cela, on m'a fait travailler aussi dur qu'un adulte. On me disait de transporter de la terre, de creuser des canaux, etc. Question. Je passe à votre travail parmi la population. Vous dites que vous étiez jeune et que vous deviez travailler aussi dur qu'un adulte. Avez-vous continué à travailler ainsi jusqu'au moment de votre transfert vers K1? Réponse. Oui. J'ai dû continuer à travailler ainsi jusqu'au moment où j'ai été transféré vers Phnom Penh. Question. Alors que vous travaillez comme un adulte, aux côtés de la population, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit concernant des purges, ou concernant la surveillance des nouveaux? Réponse. À l'époque, les soldats ne vivaient pas au même endroit que la population en général. Nous ne nous rencontrions que sur les chantiers. Nous travaillions ensemble, nous nous voyions, mais
nous n'étions pas chargés de surveiller ou d'espionner les gens. Question. D'après ce que vous dites, avant de venir à Phnom Penh, vous avez dû travailler aussi dur qu'un adulte dans le secteur 33. Voici ma question. À votre connaissance, est-ce que les pagodes étaient encore en service? Réponse. Il y avait des pagodes, mais pas de moines bouddhistes. Je me souviens d'une pagode, celle de Sorsor. C'est un endroit où des soldats s'étaient réfugiés. Question. Où étaient allés les moines bouddhistes? Le savez-vous? Réponse. J'ai interrogé les villageois à ce propos. Ils m'ont dit que tous les moines bouddhistes avaient été défroqués dès 1973 ou 1974. Question. Vous avez été transféré à Phnom Penh. Vous dites que c'était fin 75 ou début 76. À ce moment-là, d'après ce que vous avez constaté, a-t-on essayé de transférer à nouveau la population vers un autre endroit? Réponse. Non. Question. Passons à l'époque où vous travailliez à Phnom Penh. Je n'ai que très peu de questions à ce sujet, car l'accusation a déjà posé pas mal de questions là-dessus. Vous dites que vous avez été garde du corps au bureau K1. L'accusation vous a interrogé sur le bureau 870 et vous avez apporté une brève réponse. Le bureau K1, était-ce quelque chose de différent du bureau 870? Réponse. 870 n'était pas un bureau. C'était un ministère, à mon sens. K1, ça, c'était un bureau. 870 comportait un grand nombre de ministères. Mais je ne me souviens pas des détails concernant tous les départements qui relevaient du ministère de 870. Il y avait différentes sections. Question. Vous avez été gardien. Vous apparteniez à la deuxième couche de l'unité des gardiens. Vous assuriez la protection des oncles. Avez-vous reçu une formation politique à un moment ou à un autre? Réponse. À cette époque-là, nous devions apprendre sur le tas. Nous recevions une certaine instruction qui n'était guère approfondie. Il s'agissait essentiellement de nous enseigner les aspects pratiques de notre travail. On nous disait qu'il fallait
faire de notre mieux pour mériter la confiance des supérieurs. Nous avons reçu une certaine formation à l'occasion de réunions de différentes tailles. Pour nous, cela faisait partie de notre vie quotidienne en tant que gardien. Cela étant, je ne me souviens pas bien du contenu de ces formations. En effet, à l'époque, j'étais jeune. Et les thèmes abordés concernaient la culture des légumes, principalement. D'après mes souvenirs, les réunions portaient essentiellement sur la nécessité de travailler dur. C'est ce que disait l'animateur, mais je ne me souviens pas de tout. Question. En tant que garde, vous deviez être vigilant, précautionneux, en permanence. S'agissait-il d'être vigilant envers l'ennemi ou envers d'autres personnes? Réponse. On nous disait d'être très prudents. Nous devions nous protéger face aux ennemis. Nous devions y être très attentifs. Question. Vos supérieurs vous ont-ils appris à repérer différents types d'ennemis? Réponse. Un ennemi c'était quelqu'un susceptible d'être armé et de nous attaquer à n'importe quel moment. Pour dire les choses simplement, sous ce régime, il n'y avait pas de tels ennemis. Et l'ennemi n'a jamais essayé d'attaquer notre enceinte. On nous a appris ce qu'était un ennemi, et un ennemi, c'était quelqu'un qui pouvait constituer pour nous une menace. On nous apprenait qu'un ennemi était quelqu'un qui pourrait nous attaquer, nous détruire, quelqu'un qui pourrait être armé. On nous disait d'être très attentifs et d'essayer de les débusquer. Mais, je le répète, à l'époque, si quelqu'un causait des problèmes sur le lieu de travail, il était considéré comme un ennemi. Question. Au sujet des explications que vous donnez sur ce terme d'ennemi, est-ce que l'échelon supérieur, les chefs, l'encart ont donné des explications disant que telle ou telle personne appartenait au KGB, au CIA, au Youn réactionnaire? Est-ce que vous receviez des instructions à ce sujet? Réponse. Non. Nous n'avons reçu aucune instruction à ce propos. Question. Je vais maintenant vous poser des questions à propos de K1 et K3 comme précisé dans votre procès-verbal. E3/104. Là où habitaient les oncles.
Qui appelait-on un oncle? Quel âge avait-il? Était-ce sur la base de leur âge ou de poste qu'ils occupaient? Réponse. C'était l'unité des gardes qui faisait référence, ou qui utilisait le terme oncle pour faire référence à ses dirigeants, notamment Nunchaku, Sampan, Ieng Sari, Pol Pot. Donc nous les appelions des oncles. លោកនៅក្នុងកងការពារនៅផ្នែកខាងក្រៅឬក៏ជាន់ទី2 Question. Vous faisiez partie de l'unité de protection du deuxième niveau, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc par exemple, vous pouviez vous déplacer pendant le nouvel an khmer. Jusqu'à quelle distance pouviez-vous vous éloigner du périmètre? Réponse. Je ne me souviens pas exactement de là où était la limite. Il nous arrivait d'être transportés par véhicule pour assister à une performance à l'ancien stade, comme je l'ai dit. Et bien sûr, je pouvais marcher à pied, mais je ne me souviens pas de la limite que nous ne pouvions pas franchir. En général, pour nous rendre à une cérémonie. Question. Pouvez-vous nous dire, sous le régime du Kampuchea démocratique ou le régime Khmer Rouge, vous nous avez dit que pendant cette période, vous avez habité à Phnom Penh et que vous ne vous êtes pas rendu dans les provinces ou dans les zones rurales. Mais dans ce document, E3/104, vous en parlez et vous dites n'avoir jamais demandé à vos supérieurs la permission de vous rendre visite à vos proches, même s'ils vous manquaient. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à vos supérieurs la permission de vous rendre à votre maison natale, si vous pouviez le faire? Réponse. Nous pouvions circuler pendant les cérémonies sur une certaine superficie. Donc, c'est certain qu'il n'y avait aucune interdiction. Nous pouvions demander la permission de pouvoir aller voir nos proches, mais nous avions peur de demander la permission. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, si votre maison natale vous manquait, pourquoi vous n'avez pas demandé la permission à vos supérieurs de vous y rendre? Réponse. Nous avions peur de demander une telle permission. Toujours dans ce procès verbal, vous dites qu'en 1978, vous avez mangé du pain, du riz, et la soupe n'était pas suffisante. Le procureur vous a demandé ce matin à propos du fait que Sot et Tan s'étaient rendus dans les campagnes et qu'ils devaient en parler et qu'ils avaient, ont-ils plutôt évoqué les difficultés alimentaires dans la base? Réponse. Non, ils n'ont pas parlé de la pénurie de nourriture ou de quelque famine que ce soit. Ils ont dit que lorsqu'ils y sont allés, les gens avaient assez de nourriture. Et je ne me souviens pas
qu'ils aient évoqué une pénurie de nourriture. Question. Je vais maintenant vous poser des questions à propos des fautes graves. Le procureur vous a demandé ce qui se passait pour les fautes légères. Mais au sein de votre unité de protection, est-ce que des membres de votre unité ont disparu ou ont été retirés? Réponse. Oui. Certains ont disparu et certains ont été retirés. Question. Pouvez-vous nous parler de ceux qui ont été retirés? Avaient-ils commis une faute grave? Réponse. Je ne me souviens pas du nom de ceux qui ont été retirés. La faute n'était pas si grave que ça. Mais, après rééducation ou remodelage, ils ne s'étaient pas améliorés. Et c'est pourquoi ils ont été transférés pour aller travailler ailleurs. Leur faute la plus grave était en fait qu'ils n'étaient pas capables de changer après plusieurs rééducations. Mais comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas des noms de ceux qui ont été transférés. Il y en a eu plusieurs. Nous étions 50 à avoir été transférés du secteur 33. Mais à la fin du régime, il ne restait que quelques personnes. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle ces personnes avaient été transférées, c'est qu'elles avaient été renvoyées à la rééducation plusieurs fois, ou plutôt, elles avaient été remodelées plusieurs fois, mais elles n'avaient pas réussi à changer leur nature, et c'est pourquoi ils ont été transférés. Et donc d'autres ont ensuite disparu, et seul un petit nombre a été transféré à l'extérieur, car ils ne parvenaient pas à se remodeler. Question. J'aimerais maintenant que l'on parle de ceux qui étaient considérés comme des traîtres. Ces gens, comme Syme, Pong et Yon, dans votre procès verbal, vous employez le mot déclaration. Ceux qui ont fait l'annonce, ceux qui ont annoncé que ces personnes avaient été arrêtées, vous avez pensé qu'ils étaient morts. Pourquoi pensiez-vous qu'ils étaient morts? Réponse. Eh bien, j'ai présumé qu'ils étaient morts, car après leur disparition, ils ne sont jamais revenus. J'en ai tiré la conclusion qu'ils étaient morts. Question. Lorsque quelqu'un au sein de votre unité disparaissait ou que votre supérieur immédiat disparaissait, aviez-vous peur? Réponse. J'étais prudent et je faisais preuve de vigilance tous les jours. J'ai essayé de mon mieux d'exécuter les tâches qui m'étaient confiées. J'étais prudent et dans la façon dont je me comportais et la façon avec laquelle je parlais. Et j'étais vigilant car je ne voulais pas commettre d'erreur pour éviter d'être transféré à l'extérieur. C'est pourquoi je me suis efforcé de faire mon travail. Le président. Merci, maître et témoin. Le moment est venu de prendre une pause.
Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et nous reprendrons les débats à 15 heures. Ici l'audience, veuillez apporter votre soutien aux témoins pendant la pause et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire à 15 heures. L'audience est suspendue.